Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus technique que les autres. On va tout simplement parler du monde fascinant du no-code et du low-code. Alors au fur et à mesure que forcément la technologie évolue, avec par exemple l'intelligence artificielle, avec tout ce qui entraîne le développement, on va dire la programmation informatique, il y a de plus en plus de personnes qui découvrent les avantages du no-code et du low-code pour développer des applications, des sites internet ou des solutions informatiques. Dans cet épisode de podcast, je vais d'abord expliquer c'est quoi le no-code et puis ensuite je vais passer à tout simplement qu'est-ce que c'est que le low-code. Et enfin, après, on va comparer un petit peu ces deux catégories, on va dire ça comme ça, et présenter des exemples pour que tu puisses vraiment comprendre quand est-ce qu'il faut utiliser l'un et quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre. J'espère que tu es prêt ou bien que tu es prête et que tu es bien installé. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que le no-code, donc N-O code comme un code, quoi, C-O-D-E. Alors, en gros, il faut que tu imagines que tu as une idée géniale, vraiment extraordinaire pour ton application ou pour ton site internet, mais le problème, c'est que tu n'as aucune expérience en programmation. Tu peux pas non plus déléguer la création de cette application ou de ce site internet auprès d'un développeur ou d'un programmeur qui va vraiment tout coder à la main, c'est-à-dire que chaque balise de ton application ou de ton site sera écrit à la main, tapé sur le clavier en tout cas. Les programmeurs et les développeurs sont plus ou moins, on va dire, chers. Alors, entre guillemets cher, mais voilà quoi, ça se compte en milliers et centaines d'euros parfois, donc ça peut être pas forcément cher, mais un énorme investissement. Donc le no-code, il est vraiment là pour t'aider et pour tout simplement simplifier les choses. En gros, le no-code, c'est comme un ensemble d'outils qui va te permettre de créer ton application, ton site internet, bref, des solutions, on va dire, informatiques sans avoir à écrire une seule ligne de code. Tu peux tout simplement utiliser le glisse and drop, donc le glisser-déposer, comme par exemple Elementor. Sur Elementor, tu vas pouvoir construire en fait ton site sur WordPress sans mettre une seule main entre guillemets dans le code. Tu vas avoir une colonne sur la gauche où tu vas avoir des éléments, formulaires, des boutons, des menus, des titres, du texte, et tu vas sélectionner et le glisser dans ta page là où tu veux qu'il soit, et ensuite tu vas le configurer à l'aide de boutons et d'une interface graphique. Si tu veux la couleur, tu vas cliquer sur la couleur, rentrer ton code hexadécimal. Si tu veux qu'il soit à gauche, à droite, centré, tu vas cliquer sur tout simplement les icônes pour mettre à gauche, à droite ou bien pour centrer. Bref, c'est vraiment là pour t'aider et pour te faciliter un petit peu la vie et puis aussi gagner du temps. Alors forcément, il y a des avantages et des inconvénients au no-code. Je vais d'abord te lister 3 avantages et ensuite 3 inconvénients. Le premier avantage du no-code, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui est accessible aux personnes sans expérience dans la programmation. Ce qui permet à un large public, que ce soit des personnes qui font légèrement de la programmation ou vraiment des personnes qui n'y connaissent absolument rien en programmation, de créer des applications et des sites internet rapidement et simplement. Le deuxième avantage du no-code, c'est tout simplement le gain de temps. En utilisant des outils no-code, tu vas développer tes solutions, on va dire, informatiques beaucoup plus rapidement qu'en écrivant du code et en partant à zéro. Donc, si tu veux rapidement lancer ton site internet, la solution du no-code est quand même la première auquel on pense. Si tu décides de faire ton site internet codé entièrement à la main ou ton application codée entièrement à la main, ça va certainement se compter en plusieurs semaines, voire clairement plusieurs mois avant de sortir ça.
Et enfin, le troisième avantage du no-code, c'est tout simplement l'autonomie. En fait, le fait de ne pas être tributaire de compétences en programmation et en informatique, ça va faire que tu vas avoir un plus grand contrôle sur la création et la gestion de tes solutions numériques. Donc tu vas avoir plus d'autonomie et de flexibilité dans la gestion de celui-ci et de ton entreprise. Forcément, si tu as un site qui est codé à 100% à la main et qu'il y a une mise à jour à faire et que là il y a un problème à la ligne 240 du fichier header.php, bon, là je pense que j'en ai perdu quelques-uns et quelques-unes, mais très clairement, ça va être chiant, quoi. Va falloir que tu repasses dans les fichiers de code et tout, ça va te prendre du temps. Et si jamais c'est trop compliqué, il va falloir que tu fasses appel à un programmeur ou un développeur, alors que en solution no-code, que ce soit avec Elementor, Divi ou même maintenant avec l'éditeur de WordPress, étant donné que c'est des éléments du scratch en fait, c'est des éléments qui sont déjà configurés, que tu prends et que tu glisses et que tu configures après, tu as quand même une plus grande autonomie. Je dis pas que tu seras jamais amené à faire appel à un professionnel pour ton site. Il y a toujours des fois des petits couacs, etc. avec les éléments où, voilà, ça arrive, mais tu as quand même beaucoup plus de chances de pouvoir créer toi-même, par exemple, tes pages, de pouvoir modifier tes menus, de pouvoir modifier la police, de pouvoir modifier ton identité graphique avec du no-code que en code tout court, surtout si tu ne connais rien du tout à la programmation. On va maintenant passer aux inconvénients du no-code, et donc du coup, il y en a 3. Le premier inconvénient du no-code, c'est tout simplement la limitation à la personnalisation. Forcément, si l'outil il est déjà entre guillemets précodé avec des éléments déjà préfaits, etc., tu vas être limité en termes de personnalisation avancée. Et si tu as des besoins vraiment très spécifiques, ça risque de poser problème. Soit il va falloir que tu codes quand même à côté, soit que tu changes entièrement ta vision. Pour te donner un petit exemple, j'ai des fois eu des clientes qui sont venues me voir parce qu'elles voulaient faire par exemple une plateforme de cours en ligne sur WordPress et avec Elementor. Malheureusement, toutes les fonctionnalités qu'elles voulaient, c'était vraiment beaucoup trop technique, beaucoup trop précis, et dans ces cas-là, je lui ai dit très clairement, un site WordPress et Elementor, ce n'est pas du tout adapté à ton projet. Essaye de voir du côté des développeurs ou des personnes qui font des applications, parce que en mode site internet WordPress et Elementor, ça risque de pas être optimisé, ça risque d'être bancal et d'être un petit peu de la bidouille. Donc voilà, il faut vraiment savoir ce que tu veux en termes de personnalisation. Si tu veux quelque chose de vraiment entièrement à 200% personnalisé, peut-être que la solution no-code ne va pas vraiment te combler. Deuxième inconvénient au no-code, c'est tout simplement l'extensibilité qui sera limitée. Forcément, à mesure que ton projet, par exemple, de site ou d'application va se développer, peut-être que l'outil que tu utilises en no-code à l'instant T, il va être un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu petit, de moins en moins adapté, si je puis dire comme ça. Et du coup, il va peut-être falloir que tu réfléchisses à, peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, à changer de plateforme, à changer de solution et du coup à faire une migration. Alors, il y a des fois où il y a certains outils no-code qui autorisent à faire la migration vers un autre outil, mais ça reste quand même assez rare. En général, il faut tout refaire sur le nouvel outil. Quand tu passes de Divi à Elementor pour les sites internet, tu es obligé de tout refaire sur Elementor à la main. Chaque page, chaque session, chaque section, etc. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir et il faut voir un petit peu sur le long terme et pas se dire ok, je prends cette solution et puis je sais pas, dans 2 mois je change. Il faut vraiment lister tes besoins et voir quels seront tes besoins à plus tard, dans un futur proche en tout cas, pour éviter de faire une migration et de tout refaire, ou alors de faire appel à un prestataire, sauf si tu en as les finances bien évidemment, mais voilà. Et enfin, troisième inconvénient du no-code, c'est bien sûr la dépendance aux plateformes.
Ça rejoint un petit peu finalement la personnalisation et l'extensibilité. C'est que le fait de dépendre d'une plateforme pour faire ton outil, enfin ton application ou ton site internet, tu vas être tributaire des fonctionnalités et des mises à jour, et ça peut te priver un petit peu de liberté. Des fois, quand Elementor a décidé de ne pas marcher, y a rien qui marche. Alors bien sûr, les pages qui sont déjà faites, en général, elles restent telles quelles. Mais imaginons, j'ai une page de vente que je dois faire pour une cliente à la fin de la semaine. Elementor a décidé que les titres ou les boutons, ils ne marcheraient plus parce qu'à cause d'une mise à jour, il y a eu un couac. On est tributaire un petit peu et on doit attendre que ça se passe. Alors bien sûr, je peux faire une comment on appelle ça ? Une rétro mise à jour, j'ai plus le mot, mais voilà, c'est pas la solution. Il y a des fois où il va y avoir soit des bugs avec les mises à jour, ou alors il y a une fonctionnalité qui ne marche plus, donc ça je te l'ai déjà dit, ou alors tout simplement on attend une fonctionnalité en particulier et tant que la fonctionnalité elle est pas sortie, on est coincé quoi finalement. Donc voilà, on va être assez dépendant, assez tributaire des plateformes no-code. Alors, quelques exemples et quelques outils no-code assez populaires qui peuvent potentiellement t'aider. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Le premier, c'est forcément Elementor, un outil qui va t'aider à créer ton site sur WordPress assez facilement. J'étais obligée de te le caser dans cet épisode de podcast étant donné que je suis webmaster Elementor et que Elementor c'est mon outil chouchou, mais tu as également de plus en plus WordPress nativement qui permet de mettre des blocs et de faire des sites vraiment en no-code, et sinon tu as Divi et également Bridy. Alors, c'est pas forcément le même tarif entre Elementor, Bridy et Divi, mais voilà, ça peut être aussi des outils que tu peux être amené à utiliser si tu souhaites faire ton site internet seul de ton côté. Le deuxième exemple de plateforme et d'outils, ça va être Zapier et Make, qui vont être des outils qui vont te permettre de connecter différentes applications et services en ligne pour automatiser des actions courantes. Par exemple, j'ai un quiz sur Téléform, je veux que quand les gens ils ont terminé ce quiz sur Téléform et qu'ils font envoyer les résultats, je veux que Make ou Zapier récupère les résultats de ce formulaire-là et en fonction des résultats, les ajoute dans un groupe en particulier sur MailerLite. Ensuite, troisième plateforme, ça va être Adalo. Donc Adalo, c'est une plateforme no-code spécialement conçue pour le développement d'applications mobiles. Donc c'est pour créer tes applications mobiles en glisser-déposer. Donc ça peut être relativement assez pratique. Je ne sais pas si quand tu écouteras cet épisode, ça sera le cas, mais j'ai prévu très prochainement de faire tout un truc dans le QG sur Adalo, un tutoriel pour savoir comment créer son application et puis aussi une visite guidée de Adalo. Donc voilà, donc si jamais tu souhaites rejoindre le QG, sache que peut-être qu'il sera déjà disponible et que du coup tu pourras faire ta petite application mobile assez facilement. Et enfin, la dernière plateforme d'outils no-code, ça serait ManyChat. Donc ça va te permettre d'automatiser les réponses à tes réseaux sociaux comme Instagram, Messenger et WhatsApp. D'ailleurs, je te mettrai dans le lien de cet épisode, et il y a également le lien dans l'article de blog, un tutoriel que j'ai fait sur ManyChat avec un modèle à récupérer gratuitement sans inscription. J'ai fait tout simplement une visite guidée de ManyChat et ensuite j'ai fait 2 tutoriels sur 2 automatisations à faire sur ManyChat. Donc voilà, le lien sera dans la description si jamais tu souhaites en savoir plus. Maintenant qu'on est passé de no-code, on va passer au low-code, donc LOW-code comme un code, C-O-D-E. Alors qu'est-ce que c'est que le low-code ? C'est si le no-code, en fait, c'est un peu des éléments préfabriqués, le low-code, quant à lui, c'est un tout petit peu plus flexible. C'est toujours autant accessible pour ceux et celles qui ne sont pas forcément des experts en programmation, mais c'est un poil plus technique. En fait, c'est un peu comme si tu avais une boîte à outils avec quelques outils de base, où tu n'as pas forcément besoin de créer chaque élément pour partir à zéro, mais tu as quand même la possibilité d'ajouter des détails personnalisé, un petit peu plus poussé si nécessaire.
Il y a certains des outils low-code qui sont conçus pour tout simplement te permettre de construire des applications et des sites internet, mais beaucoup plus complexes, en évitant l'écriture intensive de code. Donc par exemple, à la place de créer un site entièrement codé à la main ou un site entièrement pas codé à la main, le low code, ça va être un entre-deux. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites, avec tes compétences en HTML, en CSS, en JavaScript, de personnaliser des petites choses, de rajouter un petit peu de code. Alors, comme pour tout à l'heure, je vais te dire du coup les avantages et les inconvénients du low code. Alors, les avantages, il y en a 3. Donc le premier, c'est l'accessibilité. Le low-code est plus accessible que la programmation traditionnelle. Ça permet quand même à un public assez large de participer, de rentrer à l'intérieur du développement finalement de l'application ou du site internet. Le deuxième avantage, c'est l'évolutivité. Les solutions low-code peuvent être adaptées pour répondre à des besoins qui sont plus larges et plus complexes. Donc quand je dis plus large, c'est vraiment plus poussé et plus complexe à mesure que le projet évolue. Je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que le no-code c'est bien, mais quand tu as tes besoins qui augmentent, des fois l'outil que tu utilises il n'est pas forcément adapté et du coup il faut penser à une migration, etc., etc. Avec le low-code, peut-être que le besoin que tu as finalement en quelques lignes de code va pouvoir se modifier, va pouvoir être répondu. On n'est pas obligé d'être en full programmation pour un site internet. On peut faire un mix des deux et si jamais tu as besoin de quelque chose d'un petit peu plus spécifique, peut-être que une petite fonction par exemple dans WordPress pourra largement t'aider. Et troisième avantage du low-code, c'est tout simplement la réduction des erreurs. En utilisant tout simplement des composants préconçus et des modèles, tu vas réduire le risque d'erreur en cas de codage et tu vas également pouvoir améliorer la qualité et la fiabilité de l'application. Tu imagines bien si tout le monde développait son site internet comme il l'entend, sans structure préétablie, ça serait vraiment le bazar. Si jamais la personne qui a fait ton site n'est plus disponible, tu cherches un autre développeur, ça va être vraiment très compliqué pour cet autre développeur s'il n'avait pas quand même une structure. C'est pour ça que dans la programmation, on a quand même certaines règles, des règles de nomenclature c'est des règles de nommage en fait pour certaines variables, pour certaines fonctions et un développeur qui fait bien son travail est censé respecter ces règles-là pour que tout le monde utilise le même langage. Sinon, on se retrouverait comme à la préhistoire, chaque tribu, chaque personne a son propre langage et on serait incapable de communiquer et ça serait vraiment le bazar. Au niveau des inconvénients du low-code, il y en a 3 qui sont un petit peu similaires au no-code. Le premier, c'est tout simplement la formation qui est nécessaire. Forcément, même si le low-code est plus accessible que la programmation traditionnelle, il faut quand même avoir un certain bagage en programmation, au moins les bases en programmation pour pouvoir s'en sortir et pour ne pas faire de bêtises. Donc, si tu n'as jamais fait de code, peut-être qu'il va falloir que tu soit travailles en autodidacte avec des ressources et par exemple les forums, YouTube, etc. Soit sinon que tu prennes une formation en base de programmation. Deuxième inconvénient du low-code, c'est la dépendance aux plateformes. Même si tu peux coder, tu es toujours attaché à une plateforme et donc du coup, tu es toujours dépendant de la plateforme et de ses mises à jour et donc ça peut encore là aussi bloquer ta liberté. Si le code que tu es en train de faire sur ta plateforme, la fonctionnalité que tu es en train de développer sur ta plateforme, elle n'est pas supportée ou prise en charge, ça peut être compliqué. Et enfin, troisième inconvénient, c'est tout simplement la limite de personnalisation. Même si tu peux personnaliser avec du code, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas faire encore pour personnaliser. Toujours, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu es. Donc, si vraiment tu as des besoins vraiment très, très, très
très spécifique, il va être nécessaire potentiellement d'aller chercher des professionnels pour vraiment coder en fait ta solution, ton projet à la main, ou en tout cas ne pas être tributaire en fait d'une plateforme en particulier. Alors, je t'ai donné, là je vais te donner 3 exemples de plateformes et d'outils low-code qui sont un peu répandus. J'en connais 2 sur les 3. Pour le moment, je n'ai pas testé la 3e. La première, c'est OutSystem. C'est une plateforme de développement low-code qui te permet de créer des applications web et mobiles un petit peu plus complexes que Adalo. Il y a également Microsoft Power Apps qui est la suite, en fait une suite d'outils low-code qui fait partie de la plateforme de Microsoft, et ça permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées avec des flux de travail automatisés et des tableaux de bord interactifs sans avoir vraiment mettre les mains dans du code H24 pour ce genre de plateforme. Et enfin, tu as Appian, c'est une plateforme low-code qui va se concentrer sur l'automatisation des processus métiers. En gros, elle offre des outils visuels pour concevoir des applications métiers, faire des flux de travail automatisés et également des tableaux de bord. Donc, si jamais tu es un petit peu curieuse ou curieux, n'hésite pas à aller voir dans la bio. De toute façon, tous les outils que je cite seront également mis dans les liens dans la barre de description et ils seront également disponibles dans l'article. On va être arrivé un petit peu à la partie 3 où je vais comparer le no-code et le low-code. J'ai fait ça sous un tableau qui sera disponible également dans tout simplement l'article. Mais voilà, donc j'ai noté les aspects, donc compétences requises, la rapidité, la personnalisation, la flexibilité, le contrôle technique, le coût, l'évolutivité, la formation et le type de projet. Et puis dans ma 2e colonne, j'ai le no-code et dans ma 3e colonne, j'ai le low-code. On va commencer par les compétences requises. Alors, compétences requises, en no-code, il n'y a aucune expérience en programmation qui est nécessaire. C'est vraiment idéal pour les débutantes et les débutants. Si tu n'as jamais touché un site internet, si tu ne connais pas trop le HTML, le CSS, etc., ça, c'est fait pour toi. A contrario, le low-code, ça va nécessiter généralement quand même une compréhension de base dans la programmation pour des personnalisations un petit peu plus poussées, un petit peu plus avancées. Au niveau de la rapidité de développement, le no-code c'est souvent très rapide et idéal pour les projets simples, voire légèrement complexes. Alors, grosse parenthèse sur le très rapide, si tu n'as jamais touché à WordPress et Elementor de ta vie et que tu décides de faire un site sous Elementor en partant de zéro, c'est-à-dire en n'utilisant pas de template Elementor, le très rapide peut vite devenir compliqué. Donc voilà, il faut quand même on va dire prendre en main un petit peu ta plateforme de no-code pour essayer de gagner du temps. Donc, dès que tu vas commencer à, par exemple, faire ton site sur Elementor, sur Divi ou autre, n'hésite pas à prendre un petit peu de temps, peut-être 2-3 jours, pour te familiariser avec l'outil avant de te lancer peine perdue dans la création de ton site, par exemple. A contrario, le low-code, lui, il est un petit peu plus rapide que la programmation traditionnelle, parce qu'il y a déjà des modèles, il y a déjà une structure, mais ça nécessite quand même beaucoup plus de temps que le no-code, parce qu'il va falloir forcément coder, réfléchir, va falloir également voir toutes les possibilités d'erreurs, est-ce que ça marche si je mets une majuscule, s'il y a des accents, etc., etc. Donc le low-code est un petit peu plus long. Au niveau de la personnalisation, le no-code convient à projet avec des besoins en personnalisation limités. Si tu veux simplement un site internet pour tes pages de vente, un site internet pour ton blog, une solution no-code est largement faisable. Par contre, en low-code, ça va avoir une personnalisation un petit peu plus poussée pour des projets un petit peu plus complexes. Si tu veux faire sur WordPress une application de cours en ligne, voilà, il va peut-être falloir mettre les mains dedans. Au niveau de la flexibilité, il n'y a pas trop de flexibilité dans le no-code, forcément, vu que tu es tributaire vraiment à 100% de la plateforme, tandis que le low-code, tu es quand même tributaire, tu as moyennement de la flexibilité parce que tu es toujours tributaire de la plateforme, mais beaucoup moins parce que, comme je te l'ai dit, tu peux coder pour essayer d'améliorer tes besoins, pour essayer de combler tes besoins en code.
Au niveau du contrôle technique, il y a moins de contrôle sur les aspects techniques de l'application en no-code, forcément, parce que l'outil, il est fait pour que tu n'aies... pour que ça soit zéro technique, pour que ça soit vraiment simple d'utilisation et vraiment très visuel. Le low-code, lui, certes, il a un petit contrôle technique, mais il va quand même falloir mettre les mains dedans, notamment quand tu vas vouloir ajouter du code à la main. Au niveau des coûts, le no-code, il est moins coûteux en termes de développement initial. Alors, grosse guillemets là-dessus, ça dépend si tu fais appel à des prestataires, ça dépend l'outil no-code. Forcément, si tu souhaites faire un site internet sur Elementor de 4 pages, ça sera certainement beaucoup moins cher qu'un site Elementor de 30 pages, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est généralement beaucoup moins coûteux que le low-code et que le code, on va dire, à la mano. Au niveau de l'évolutivité, le no-code, ça va être pour les projets simples où on va pas être trop limité parce que notre projet, il est souvent très peu complexe. Ton site fait sous Elementor va rester un site pour tes pages de vente, pour ton blog. Tu vas pas commencer à convertir ton site, par exemple, en une application mobile. Sinon, si tu as dans l'optique d'un jour faire une application mobile avec ton site, pars directement dans le low-code. Voilà, parce que le low-code, ça peut être quand même un petit peu plus évolutif et t'es moins restreint du coup. Au niveau de la formation, le no-code, forcément, c'est facile à apprendre. Pour ceux qui débutent dans la tech, pour ceux qui débutent un petit peu dans le monde technique, site internet, applications, etc. Parce que forcément, ça va être très visuel, c'est du glisser-déposer, etc. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas prendre en main l'outil, comme je te l'ai dit, et y aller tête baissée. Si tu n'as jamais touché à WordPress, si tu n'as jamais touché à Elementor, vraiment, je te conseille fortement de tester avant de te lancer dans tes projets. Alors que le low-code, comme je te l'ai dit, forcément, comme on va avoir certes une plateforme qui va nous aider, mais qu'on va pouvoir également mettre un petit peu de code, il faut quand même avoir des connaissances en code. Et du coup, si tu ne les as pas, va falloir soit que tu fasses de la formation, soit que tu travailles en autodidacte là-dessus. Maintenant, je vais te dévoiler 2 scénarios où le no-code est plus approprié et 2 scénarios où le low-code est plus approprié. Alors on va commencer par le no-code, là où c'est le plus approprié. Dans mon premier exemple, j'ai décidé de prendre la création d'une page de capture de lead, donc par exemple un freebie, une page pour s'inscrire à un freebie, une ressource gratuite ou autre. Si tu veux créer rapidement une page de capture sur ton site internet, par exemple de coaching en ligne, la solution no-code, elle est idéale. Donc Elementor, Divi, Super.io, je crois. Tu peux utiliser des outils no-code comme Wix. Voilà, j'avais déjà fait le listing. Donc Wix, Squarespace, Leadpage pour créer une page attrayante en quelques minutes en utilisant une interface de glisser-déposer. Pas besoin de coder, tu peux personnaliser les formulaires et les éléments visuels pour collecter les informations de tes prospects sans tracas. Faut savoir qu'avec MailerLite en version pro, tu peux créer directement tes landing pages pour créer une page d'inscription où tu vas également pouvoir mettre le formulaire et ils vont être automatiquement ajoutés dans un groupe et puis après tu peux faire une automatisation. Donc si tu as déjà MailerLite par exemple en pro, que tu n'as pas encore par exemple de site internet, tu peux très bien faire tes pages d'inscription à tes freebies directement sur MailerLite. Deuxième exemple où le no-code est plus approprié, c'est dans le lancement d'un blog par exemple. Si tu as envie de partager tes connaissances, de faire de la création de contenu, etc., faire ton site blog en mode no-code, c'est l'option la plus rapide et la plus, je dirais, judicieuse. Des plateformes comme WordPress, Blogger vont te permettre de créer et de personnaliser ton blog sans compétences en programmation. Tu vas pouvoir choisir une variété de thèmes et d'extensions assez énormes pour personnaliser l'apparence et les fonctionnalités de ton blog. Par exemple, tu vas pouvoir mettre sur WordPress avec Smashballoon ton feed Instagram en bas de page. Tu vas pouvoir également avec Compliance avoir ta pop-up pour les cookies. Avec Elementor, Divi, Breezy, créer l'intérieur de tes pages, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment les 2 exemples, on va dire, les plus simples que j'ai trouvés pour t'expliquer, pour te montrer un peu quand le no-code est plus approprié. Maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire le scénario où le low-code, il est un petit peu plus approprié. Premier cas, c'est quand tu souhaites développer une application de gestion de projet
collaboratif. Imaginons, tu as besoin de créer une application de gestion de projet collaboratif pour coordonner le travail de ton équipe. Le low-code, lui, va être un petit peu plus approprié. Avec des plateformes comme OutSystem ou Appian, tu vas pouvoir créer une application personnalisée qui va répondre à ce besoin et intégrer des fonctionnalités comme la gestion de tâches, la messagerie instantanée, le suivi des performances, par exemple. Deuxième exemple où le low-code peut être un petit peu plus approprié, ça va être pour automatiser un processus un petit peu complexe de vente. Par exemple, tu vas vendre des produits digitaux et tu as besoin d'automatiser le processus de vente. Tu vas pouvoir utiliser des outils pour créer des flux de travail automatisés qui vont gérer le paiement, l'envoi de contenu, la notification des clients, etc., etc. Et le fait du coup de avoir cette solution-là en low-code va te permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle sur la personnalisation de chaque étape du processus de vente. En conclusion de cet épisode de podcast, je dirais que le no-code et le low-code sont deux approches technologiques assez incroyables et qui ouvrent une nouvelle possibilité pour les entrepreneurs et pour les solopreneurs, les freelances, bref, pour les gens qui travaillent en ligne et dans plein de domaines différents, de faire des choses plutôt sympathiques. Le no-code, lui, il offre une accessibilité sans précédent qui permet à n'importe qui, même sans expérience dans la programmation, de créer des sites internet, des formulaires, des applications, des prototypes, etc., etc., plutôt rapidement et plutôt facilement. Donc, vraiment, c'est l'outil parfait pour des projets simples, rapides, où il n'y a pas forcément besoin d'une personnalisation très, très poussée. Alors que de l'autre côté, le low-code, lui, il offre plutôt une flexibilité. Tu vas certes pouvoir créer des applications et des solutions un petit peu plus complexes, mais tu vas pas être obligé de tout coder à la main. En fait, c'est un peu le entre-deux. Le low-code, c'est vraiment le entre je veux pas coder du tout parce que j'ai pas les compétences et je veux tout coder parce que justement j'ai des besoins très spécifiques. Donc c'est vraiment une très bonne alternative, le low-code. Dans tous les cas, pour essayer de savoir lequel des deux est plus approprié, il est important de tenir compte un peu de la complexité de ton projet, de tes compétences, de tes ressources, de tes moyens financiers. L'essentiel, c'est de comprendre que ces deux approches, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a plein d'outils qui sont puissants et je suis sûre qu'il y a un outil, que ce soit no-code ou low-code, qui peut répondre à tes besoins. Dans tous les cas, que ce soit avec le no-code ou avec le low-code, la création en ligne est devenue de plus en plus accessible que jamais. Il y a plein de plateformes qui fleurissent, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, je suis sûre que tu peux trouver ton bonheur. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux en savoir un petit peu plus et avoir par exemple des petits tutoriels, n'hésite pas à aller regarder un petit peu du côté du QG de la sorcière, qui est ma bibliothèque de ressources, où je partage des tutoriels et des cours sur Make, Elementor, ChatGPT, j'ai aussi MailerLite, Notion, etc., etc. Et sinon, si jamais tu as besoin de faire le point sur la technique dans ton entreprise, que ce soit sur tes outils ou sur ton site internet, je te mets à disposition le lien dans mon agenda pour faire le point avec toi pendant 30 minutes. C'est gratuit et ça ne t'engage à rien. À la fin de ces 30 minutes, tu recevras par email le récap de notre rendez-vous ainsi que une liste de choses à faire et des solutions à mettre en place pour t'aider à y voir un petit peu plus clair avec tout simplement la technique dans ton entreprise. Je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine et on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode de la Pause Café. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains ? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!